lui, il est chef de file d'une de cette équipe de GDP. Donc, il est responsable de l'équipe les nucléoles et les gènes ARNR, pardon. Il a fait sa thèse, dont le directeur était Michel Delceni, et le titre de la thèse était Contribution à l'étude de la réponse au froid chez les colzins. Après, donc ça c'était en 1995. Il fallait dire. Il fallait les fausser. Tu es très jeune, par rapport à moi, tu es très jeune. Les dates, on peut les garder. Pas besoin. Donc, après, entre 1995 et 2000, on a fait un postdoc au département de biologie de l'Université de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis d'Amérique. Et ensuite, il a fait un nouveau postdoc, donc ici, au LGDP, en 2001. Entre 2001 et 2012, il a été CR au CNRS. Et depuis 2013, il est donc toujours au CNRS, il est chercheur au CNRS et il est directeur de recherche. Comme je l'ai dit en introduction, donc il est responsable de l'équipe les nucléaires et les gènes ARNR. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler de, vous avez là les titres, de l'adaptation des plantes au changement climatique grâce aux protéines. Donc, on vous remercie d'être ici. On va vous donner la parole et comme d'habitude, donc notre collègue aura une 40-45 minutes et après on va vous donner la parole pour des questions. Merci encore. Merci. Bon, mais merci pour cette présentation. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop faim quand on va parler des protéines. Donc, j'espère que vous en avez eu des protéines déjà avant de venir. Mais bon, donc, aujourd'hui, je vais vous parler, essayer d'expliquer ce que nous on fait au LGDP, et moi précisément dans mon équipe, au LGDP. Et ça, comment ça marche. Et je sais pas. Ça marchait, mais non, ça marche. Je sais pas ce que j'ai fait. Et ça te va. Ça pas fait ça. Non plus. Ça marchait. Je peux. Voilà, là c'est bon. Donc, je suis LGDP déjà depuis quelques années. Donc, pour ceux qui connaissent le LGDP, le laboratoire Génome et Développement des plantes, on étudie, on travaille sur les processus évolutifs de la dynamique des génomes des plantes, mais aussi beaucoup sur les mécanismes moléculaires. On est des mécaniciens. Et en particulier, on étudie l'expression des gènes, principalement en condition de succès. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer l'organisation actuelle des GDP. Ah, voilà. Et donc, à l'instant, on est constitué de 7 équipes, dont la mienne, qui est ici, aussi, donc je ne vais pas dire ce nom barbare, un nucléole, c'est quelque chose qui va apparaître plus tard. Donc, il n'y a pas que moi qui travaille sur l'adaptation des plantes aux succès environnementaux, c'est des équipes qui travaillent, et surtout dans un contexte de changement climatique. Donc, je ne suis pas un expert de changement climatique, je sais autant que vous, peut-être vous connaissez beaucoup plus que moi sur les changements climatiques, mais j'ai voulu quand même sortir deux diapos qui ont été publiés dans le journal du CNRS très récemment, en juin 2022. Donc, il sort quelques données du rapport GIEC pour nous rappeler en fait la situation actuelle sur le dépassement du réchauffement de 1,5 degré dans les prochaines décennies, 2 degrés jusqu'à 2050, d'ici à 2050, et étendre jusqu'à les 3 degrés, pardon, je ne sais pas pourquoi il parle espagnol, à la fin du siècle. Donc, vous voyez dans la carte ici
que nous, ici en France, bon, on n'est pas trop bien placés, donc on sera pas mal touché, même si dans l'hémisphère nord, globalement, est touché. Et puis, le mois de décembre, le CNRS il a encore publié un article sur le réchauffement planétaire. Et bon, vous pouvez dire, en fait, apparemment en France, c'est pire que prévu, car il s'annonce que d'ici à 2100, à la fin du siècle, l'augmentation, ça serait de 3,8. Donc, par rapport au début du siècle, du dernier siècle. Et nous savons tous, en fait, que cette année, c'est vrai qu'elle était particulièrement chaude. Je crois que c'est le plus chaud enregistré dans l'histoire, en France au moins. Et effectivement, ils ont publié cette photo-là qui montre vraiment les dégâts actuels en France. Donc ici, il y a une photo de la retenue de Montbert en arrière. Donc bon, la photo, il parle d'elle-même, pas besoin de vous expliquer. Donc, j'ai fini cette diapo sur les changements climatiques. Donc, tout simplement, on rappelle les conséquences de ces réchauffements climatiques. Donc, ce qui est connu pour la plupart d'entre nous, déjà, en général, c'est l'impact sur la santé des glaces. Donc, avec des conséquences au niveau de l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation des températures, ce qui implique surtout au niveau social des migrations de populations côtières, productivité marine, évidemment. Et ce que nous, on connaît un peu partout, en fait, les épisodes extrêmes, des crues, tempêtes, canicules, vagues de froid, à n'importe quelle saison, ça peut arriver, ça, on l'a déjà vécu. C'est en France comme pas ailleurs. Mais, et évidemment, quelque chose qui nous intéresse à nous tous, qui nous va nous toucher à nous tous à un moment donné, c'est ce point-là, la sécurité alimentaire menacée, et en particulier, ce changement climatique qui est en train de menacer fortement la partie agriculture. Donc, notre source d'alimentation principale. Donc, ces changements climatiques au niveau de l'agriculture, en fait, il a évidemment des conséquences qui entraînent des stress thermiques, qui est causé par des périodes prolongées de températures assez élevées, voire des canicules, ce qui entraîne à la fois un stress hydrique, donc réduction d'eau, mais aussi de la qualité des ressources en eau douce. Et ces deux ensemble, en fait, vont entraîner aussi des perturbations de l'écosystème, parce que dans des conditions comme ça, on a l'apparition ou le développement des pathogènes et des espèces invasives qui finalement vont entraîner aussi des conséquences au niveau de l'agriculture. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur le changement climatique, plus ou moins. Et avant de passer à ce qui nous concerne plus directement à ce que nous on fait au GDP, voire moi-même, ce qui est l'adaptation des plantes. Donc, si bien les animaux et nous-mêmes, on a, comme on dit, le luxe ou la possibilité de se déplacer, à trouver des conditions beaucoup plus favorables, et les plantes ne peuvent pas, elles sont là, ils ne bougent pas. Donc, ils doivent s'adapter. Et là, j'ai choisi cette photo. Effectivement, c'est un cas extrême. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui sont reconnus, ça c'est le désert d'Atacama, le plus chaud et le plus sec dans le monde, qui va d'une altitude entre 1400 et 4500 mètres. Il y a clairement un stress thermique, température élevée, stress hydrique, salinité, les sols sont propres en termes de minéraux, nutriments, et il y a une intensité lumineuse qui est très importante. Mais, vous voyez bien, il y a des plantes, ça pousse, ça grandit, ça développe. Même dans certaines périodes de l'année, ça fleurit. Donc la vie existe, malgré ces conditions. Donc on a clairement des phénomènes d'adaptation. Donc pour les plantes, c'est très simple. C'est en haut. Ça s'adapte aux bonnes périodes. Donc, elles doivent s'adapter à ces stress abiotiques, température, l'eau, nutriments, aux stress biotiques, pathogènes, insectes et vivants. Comme ils s'adaptent, les plantes, ils vont aller chercher des réponses
patrimoine génétique, qui va être d'une certaine façon transféré à une molécule, une acide nucléique qu'on appelle ARN, qui ensuite, cet intermédiaire, il va produire la protéine. Maintenant, l'ADN, c'est une sorte d'archive, en fait, là où nous avons toute l'information nécessaire pour la vie, survie, pour l'adaptation aux résistances des plantes dans différentes conditions. L'information est là, qui est transmise par ces messagers qu'on appelle justement ARN messager, et qui va être ensuite traduit en protéines. Et c'est en fait, c'est cette protéine-là, les protéines-là, qui vont avoir le rôle, on va dire, c'est le petit ouvrier, qui va accomplir un tas de travaux, en fait, dans la cellule, des rôles de la structure, c'est-à-dire la forme, la couleur, la feuille, les mouvements, pas de la plante, je ne dis pas de la plante, c'est des minéraux, les transports des molécules, la défense contre les micro-organismes, etc., ou d'autres stress, et les métabolismes en général. Donc, c'est la protéine, en fait, qui a en général les rôles ultimes dans la biologie de la plante. Alors, c'est quoi ces protéines-là? Ces protéines, en fait, c'est des macromolécules. C'est des macromolécules qui sont formées à partir des polypeptides, d'un enchaînement des acides aminés, que c'est la brique initiale, qui vont s'unir contre les autres, vont faire des chaînes de polymères, qui vont ensuite se structurer dans des manières différentes. Ici, c'est une hélice qui va former. Il va se replier sur elle-même, former ce type de structure, et ensuite il peut interagir avec d'autres polypeptides aux chaînes pour former des structures bien beaucoup plus complexes. Ça permet d'avoir des protéines qui pourraient avoir une fonction ou une deuxième fonction pour réguler l'activité de cette protéine. Donc la structure est fortement liée à sa fonction. Alors, ce qui me surprend toujours, c'est que toutes ces protéines qu'on connaît dans les organismes, dans toutes les cellules du âme, sont toutes, la plupart, la majorité, composées que de 20 briques, acides aminés. Et c'est la combinaison de ces 20 acides aminés qui va nous permettre de faire ou de construire entre 25 000 à 27 000 protéines chez l'homme ou chez la plante, par tissu, par condition. Et encore, ces nombres, il faudrait rajouter à ces 25 000 protéines des modifications chimiques à des protéines, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permettent d'augmenter encore les possibilités d'action de ces protéines. D'accord? Et j'ai voulu donner ça comme exemple sur la protéine la plus abondante sur la Terre. En fait, c'est une protéine qui s'appelle Rubisco. C'est une protéine qu'on trouve chez les plantes. Et cette protéine, vous voyez qu'il est organisé justement dans 4 chaînes, 4 oligomères. Et cette protéine, elle est très importante en fait pour la biologie de la plante, pour nous en fait, car c'est cette protéine-là qui va fixer les CO2 pour les transformer d'abord en sucre et qui va permettre en même temps de libérer de l'oxygène, nous allons respirer, et grâce à l'énergie et à la lumière, l'énergie solaire qui est captée par une autre molécule qui était la chlorophylle. Donc, voilà l'importance de cette protéine-là. Donc, vous imaginez un monde sans Rubisco, sans cette protéine-là, c'est un monde aussi sans oxygène. Et ça devient encore plus important, cette protéine, car nous savons tous qu'il y a une augmentation de CO2 dans la planète. Et le problème, c'est que le CO2 affecte la production de cette protéine et son activité. Donc, à la fin,
Parce qu'on aurait pu s'imaginer plus de CO2, plus d'activité, mais non, c'est une capacité limitée. Donc il va être limité, et à un moment donné, il aura un vrai contrôle négatif, donc il va inhiber l'activité, avec les conséquences que vous pouvez imaginer avec une plante sans ces protéines. Et les conséquences pour nous aussi. Voilà, donc, maintenant que vous connaissez tous les protéines essentielles, maintenant, comment on fait les protéines dans une cellule, dans une plante, humaine, une bactérie, n'importe quel organisme vivant? Comment on passe de ces messagers à une protéine? Ça, c'est grâce à une très grosse molécule, une macromolécule encore, qui s'appelle les ribosomes, qui en fait c'est l'usine à faire des protéines. Comment ça se passe plus ou moins? En fait, il y a ces grosses molécules-là qui va décoder les messages de cet ARN. C'est une machine à décoder, et en même temps, une fois qu'il fait le décodage, il produit la protéine en même temps. Décode et il produit. C'est une chose. Ça, je voulais juste simplement vous montrer à quoi ça ressemble lorsqu'on regarde sur une cellule, sa microscopie électronique, un ribosome, cette usine, en train de faire des protéines. Bon, je voulais vous montrer une petite vidéo, finalement. Je pense que c'est très clair comme je l'explique. Voilà, donc je m'en passe. Du coup, alors, la production d'un ribosome, c'est... Alors, c'est sûr, vous avez compris comment ça se fait les protéines. Donc, la production de cette usine, la création de l'usine, elle est super importante. Donc, chaque cellule, soit plante, humaine, contient jusqu'à 10 millions de ribosomes. Donc, vous imaginez 10 millions de ribosomes. Donc, ça, les 10 millions de ribosomes, vous imaginez qu'il y a un coût très, très, très haut de la cellule, de les produire. 60% de son énergie. Il passe à faire des ribosomes. Alors, ces ribosomes-là, ils sont assemblés. Ici, à l'intérieur du noyau de la cellule, toutes les cellules sont contenues au noyau, les cellules d'eucaryotes au moins. Et à l'intérieur du noyau, il y a encore ce nom barbare qui s'appelle le nucléole. Et c'est là qu'on fait ces ribosomes. Et voilà les noms de mon équipe. Voilà. Donc, ces ribosomes-là, en fait, ils sont constitués eux-mêmes des protéines spécifiques, qu'on appelle protéines ribosomiques, et des 4 autres molécules nucléiques, ou ARN, qui ne sont pas les mêmes les messagers. Parce que ces ARN, ce ne sont pas des messagers, ils sont des structuraux, ils sont juste des structures. Ces 4 ARN. Donc, 60% de l'énergie pour ces ribosomes, 10 millions, c'est quand même assez intéressant, et ça, on peut mener. L'importance du ribosome, évidemment, ce n'est pas que pour les plantes. Le ribosome est partout, les organismes, y compris chez nous. On est plein de ribosomes. Et l'importance, en fait, du ribosome, en fait, c'est clair, en fait, il a été l'objet, l'étude de la structure des ribosomes et de sa fonction. Il a fait l'objet récemment d'un prix Nobel en 2009. L'étude de cette usine. Donc, c'est les 3 équipes en Israël, à Cambridge, ou Oxford, et aux États-Unis, à Yale. Je regarde Rémi, parce que Rémi peut-être me dira, non, c'est ça. Voilà, mais donc ces 3 laboratoires, ces 3 équipes, ils ont réussi à avoir les structures atomiques des ribosomes pour la première fois, mais à partir des ribosomes de la bactérie Escherichia coli que nous connaissons tous. Donc, ça c'est juste en 96, 98, 99, en 2000, chaque année qui est passée, on avait des résolutions de plus en plus importantes. Depuis, on a les structures des ribosomes de l'homme, de la levure, qui sont importantes, pour beaucoup d'entre nous. Et chez les plantes, plus récemment, en 2010 et en 2022, on a les structures des plantes.
Mais ce que je veux montrer ici, ce n'est pas les structures. Ce que je vais vous montrer ici, en fait, que si on compare les quatre structures, en fait, ça ressemble énormément. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les ribosomes, il y a une fonction qui est conservée dans l'évolution. Dès la bactérie jusqu'à chez l'homme. C'est la même chose. Fonctionne de manière similaire. Elle est régulée différemment, mais elle fonctionne de la manière similaire. Voilà, donc voilà les structures. Maintenant, les ribosomes chez l'homme. Les ribosomes chez l'homme, vous avez compris, c'est super important pour faire des protéines. Mais je voulais faire une parenthèse ici avant de terminer de parler des plantes, parce que je pense que c'est intéressant de connaître ce qui se passe chez nous. Les ribosomes, en fait, la synthèse des ribosomes, l'activité des ribosomes. Et là, si ça ne marche pas bien, il y a un impact sur la santé humaine. Ces maladies, on les appelle ribosomopathie. Ribosomopathie. Et vous voyez, ici, je donne quelques exemples, qu'en fait, à partir du moment que vous commencez à avoir des usines qui ne marchent pas, chez nous, chez l'homme, vous commencez à avoir des problèmes d'insuffisance médulaire, musculaire, anomalie de développement, et on va aller jusqu'au cancer. Et donc, dans beaucoup de cas, on va jusqu'à la mort de certaines de ces personnes. Et ces défauts-là, c'est parce que soit il manque quelques protéines, je vous disais tout à l'heure, spécifiques de ribosome, soit parce qu'il y a d'autres composants de ribosome qui étaient là. L'autre acide nucléique dont je disais tout à l'heure, l'ARN, il est défectueux. Voilà, maintenant, chez les plantes. Retournons sur les plantes. On a des tout. Pareil que dans la maladie humaine. On va des défauts. Ça, c'est notre plante modèle. J'ai oublié de mentionner le travail quand même sur le modèle Rabiostis italienne. Et ça, c'est notre plante modèle. Donc, si on a des défauts d'assemblage des ribosomes chez les plantes, on a des problèmes de croissance et de développement. Vous pouvez les comparer. Une plante normale, une plante avec des défauts de biogénèse des ribosomes. On a des problèmes racinaires avec tout ce qui implique, c'est-à-dire aller chercher le nutriment, etc., etc. Et on peut aller jusqu'à la létalité, c'est-à-dire c'est des plantes qui sont incapables de produire des graines, et donc vous voyez l'importance des plantes qui ne produisent pas de graines, c'est embêtant quand même, surtout les plantes de grès agronomiques. Mais bon, soyons optimistes, quand on a des ribosomes qui marchent très bien, ici vous avez un autre exemple, chez les riz, quand il y a des ribosomes qui fonctionnent très bien, nous pouvons atteindre même des résistances au stress hydrique. Vous voyez, c'est une plante normale, des riz, et quand vous la soumettez à l'estress hydrique, ça donne ça. Une plante qui fonctionne très bien parce qu'il y a une protéine spécifique qui fonctionne très bien, vous avez de la résistance. Donc, il y a de l'espoir. Et justement, comment produire maintenant ces protéines spécifiques que je parle depuis tout à l'heure? Comment passer de là à là en fonction de ça ou de ça? C'est ça la question. Donc, ça c'est le schéma le plus simple. Vous savez votre bibliothèque, votre archive, comme on disait. En cas de condition de stress, vous allez chercher les gènes qui vous intéressent, les gènes spécifiques. Vous les transformez en ces messagers. Les ribosomes bien. Protéines, problème résolu. Mais c'est pas si facile. Justement, ne voyez pas peur. C'est juste simplement pour vous dire qu'une condition de stress, beaucoup de ces gènes ont été identifiés. On les connaît, on les caractérise par nous, mais beaucoup de laboratoires. Et donc, une fois que ça c'est en condition de stress, on a des centaines de gènes qui sont activés, des protéines qui sont fabriquées, qui vont permettre, les protéines, dans certains cas, sont thermotolérants. Ou, des fois, ça leur permet de s'adapter dans les conditions de stress. Je voulais juste donner un exemple, comment une protéine pourrait protéger une plante d'une condition de stress. Ça, c'est un exemple. Il y a des protéines qui s'appellent HSP, Heat Shock Proteins, qui en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent qu'une protéine soit dénaturée
dans les conditions de stress, comment simplement. Je vous parlais tout à l'heure de cette structure, je ne sais plus. J'ai parlé de cette structure tout à l'heure. Et justement, les structures qui sont importantes pour la fonction, donc ce qui font ces protéines qui sont induites en réponse au stress, ils protègent la protéine de cette dénaturation. C'est comme vous prenez un œuf, vous le mettez à la poêle, c'est une dénaturation, ça devient blanc, c'est un signe de dénaturation. Voilà. Et donc, ça c'était une possibilité, avoir direct. Et ensuite, on a des situations qui, vous savez, l'expression d'un gène, on va chercher à l'archive, on sort un gène, lundi, on a un messager, mais le ribosome est incapable de le traduire en protéine. Il ne peut pas. C'est le signe que vous trouvez en condition normale est incapable. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire la cellule? Il doit fabriquer de nouveaux ribosomes ou de nouvelles usines pour pouvoir reconnaître et produire cette protéine. Donc, c'est là qu'il vient le mot ribosome spécialisé, usine spécialisée, qui sont capables de tout ça. Et traduire maintenant ces messagers en protéines et acquérir la résistance que ça donne. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, de quoi il s'agit ces usines spécialisées? Comment un ribosome normal devient spécialisé? En réponse aux conditions environnementales. En fait, en réponse à ces conditions, il va toujours former son ribosome de la même façon, hein, toujours avec des C4 ARN et des protéines. Mais en condition de stress, ce qu'il va faire, la cellule, il va introduire des modifications à ces molécules d'ARN. Il va éventuellement produire des protéines qui ressemblent à celles des conditions normales. On appelle des protéines qui appartiennent à la même famille, on va dire, qui ressemblent beaucoup, légèrement différentes, mais il va introduire également des modifications. Donc, de cette façon-là, on passe des populations de ribosomes dans la cellule, on va dire homogènes, on va dire ça, on passe à avoir des ribosomes, on commence à avoir des ribosomes qui sont différents, une hétérogénéité. Voilà ce que je veux dire, que dans des conditions de stress, des variations dans les composants des ribosomes va permettre d'avoir toute une population de ribosomes différents qui à la fois ils vont permettre de réguler la production de protéines de manière différentielle, qui vont induire des phénotypes différentiels et qu'à la fin, ils vont répondre de manière en réponse au stress de manière différentielle. Et voilà ce que nous, on essaye de faire, ici au laboratoire, d'essayer de comprendre ou d'identifier ces modifications des ribosomes pour pouvoir faire être dans avec un but longtemps, de manière de, je ne sais pas comment on dit en général, je sais pas, des ribosomes, de manière d'avoir des plantes, etc., et qui sont résistantes au mieux à la au stress. Bon. Ça. Donc, chaque fois il travaille sur les plaques radioactives. Et donc, dans mon équipe, comme dans beaucoup d'autres équipes au GDP, ça c'est notre banque modèle, Arabidopsis italienne. Ça c'est quelque chose que j'ai mis ça parce que si vous voulez voir, c'est quelque chose qui a été publié dans le PVD Magazine il y a quelques années. Donc il y a la photo, il a trouvé jolie pour la remettre. Et voilà, et donc, et tout ça pour dire que dans mon équipe de recherche, en fait, nous sommes particulièrement intéressés à des modifications des molécules d'ARN, de ces ARN-là, et en réponse au stress thermique. Et nous nous concentrons nos efforts à ce niveau-là. D'accord? Des modifications, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Des modifications chimiques, il y en a au moins 100. Voilà. Donc, les chimistes, comment on reconnaît ou pas, c'est pas que les chimistes dans la salle, pas. Mais
il y en a un certain nombre. C'est les modifications de l'acide nucléique. Et ces modifications-là, on va les trouver, ça c'est un ribosome, on va les trouver un peu partout sur le ribosome. En particulier, celle-là. C'est une modification qui permet de dire une méthylation du sucre. Et puis là, on va la retrouver partout. Et ça, chez l'homme, à nouveau, mais aussi chez tous les organismes vivants. Chaque fois, j'insiste sur ça, parce que si on le trouve chez l'homme, chez les bactéries, chez les plantes, ça veut dire qu'il y a une conservation. Une conservation, pour nous, ça veut dire fonction. On les maintient, on la garde. Autrement, on s'en débarrasse. C'est l'évolution de tout ça. Et ça, justement, pour voir sont importantes ces modifications, et encore, je reviens chez l'homme, parce qu'en fait, si vous inhibez ou empêchez ces modifications des ribosomes chez l'homme, vous aurez des problèmes de cancer. Et en fait, ça c'était. Je voulais souligner ces travaux-là, parce que c'est fait par des collègues ici à Lyon. Donc c'est des travaux qui ont été faits par des équipes à Lyon, qui montraient clairement que si vous changez, vous inhibez, vous bloquez ces modifications de ces ribosomes-là, qu'est-ce qui passe dans les cancers? Il y a ces gènes-là qui sont importants pour notre physiologie. Des fois, ils ne sont pas simplement pas traduits en protéines. Par contre, il y a d'autres protéines qui sont moins bonnes pour nous. Oui, ils sont pris en charge et traduits en protéines, mais protéines défectueuses. Et du coup, ils vont altérer toute la machinerie cellulaire qui va finir pour des problèmes de prolifération cellulaire et des cancers que nous avons entendu déjà. Voilà. Chez les plantes, l'UIC s'est conservé, mais nous, dans l'équipe OLGDP, c'est en 2021, nous avons réussi à cartographier toutes ces modifications pour la première fois chez la plante australienne, notre plante moderne. Et, vous voyez, c'est simplement pour vous montrer, ça c'est les ARN, et après il y a plein de modifications partout. Mais simplement pour vous dire que la majorité de ces positions qui sont là, on les retrouve, les mêmes positions chez les animaux ou chez d'autres espèces. Ça veut dire que c'est un gros conservé, c'est important pour la fonction. Mais, évidemment, il y a des choses qui sont spécifiques aux plantes. Et c'est pourquoi, parce que, bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, la plante elle doit s'adapter. S'adapter parce qu'il ne faut pas bouger, aller ailleurs. Donc la plante, ce qu'il fait, c'est de créer des modifications qui sont nécessaires pour sa survie, sur sa adaptation. Et ça, justement, qu'est-ce qui passe si on empêche maintenant une plante d'avoir ces modifications-là? Vous voyez, à nouveau, on commence à avoir des problèmes de croissance et de développement dans des conditions favorables. Déjà. Donc, dans des conditions favorables, déjà, on a des problèmes. Ici, ça, c'est dans l'équipe. Si vous avez pratiquement les mêmes phénotypes, les mêmes phénotypes qu'on observe là dans d'autres plantes, dans d'autres équipes, d'autres laboratoires de recherche, et on voit des problèmes de racinaires, des choses comme ça. Mais il y a un impact sur la croissance et le développement, déjà dans les conditions normales. Imaginez-vous si vous mettez ces plantes-là en conditions de stress. Voilà, donc c'est ça que nous on essaie de comprendre maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les mêmes conditions de stress. Nos plantes maintenant, nos plantes à nous, nos plantes mauvaises. Donc, ça, on l'a publié il y a quelques années, 2022. En fait, ça c'est simplement pour illustrer. Rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure que ces ribosomes ils sont faits dans ce compartiment qui s'appelle, avec ce nom barbare, nucléaire. C'est là où on fait les ribosomes. Mais si vous mettez vos plantes à 37 degrés, vous voyez ce que ça se passe. Donc on passe d'une structure comme ça, parce que ça veut dire que la cellule est dégangée. Il ne fonctionne pas bien. Mais par contre, ce que je voulais illustrer ici, c'est que si vous prenez vos plantes à nouveau, pas trop longtemps, si vous la laissez à 37 degrés, pas trop longtemps, et vous la remettez à des conditions optimales, tout revient comme avant. Donc il y a une sorte de réponse pour une adaptation rapide du coup.
Heureusement. N'ayez pas peur. Ça, simplement, c'est pour vous rappeler moi-même qu'en fait, avec cette déformation de la structure où il a lieu la biogénèse de la synthèse des ribosomes, évidemment, empêche la synthèse des composants. Vous voyez, les fameux ARN, ils reviennent à nouveau, sont là. En fait, il inhibe la production de ça. Et aussi, on détecte certains changements aussi des degrés de méthylation de ça. Donc, évidemment, la synthèse des modifications sont affectées à 27 degrés. Donc, mais c'est réversible. Donc, une adaptation très rapide. Si on laisse ça longtemps, à cette température-là, vous croyez moi, je n'ai pas de voyage. On n'aura rien à montrer là. Donc, puisque le mot qui nous intéresse à nous maintenant, c'est l'adaptation. Finalement, parce que c'est ça qui nous donne à la fin, avec l'histoire des changements climatiques, la température qui fait qu'augmenter, qui est permanent, constant, des effets très longs, très chauds. Non, c'est ça que nous donne l'adaptation. Et pour ça, pour étudier l'adaptation, on a fait appel à des collaborations avec des collègues à Paris, cette fois-ci, qui sont de ces laboratoires-là, qui c'est Nicolas, pour le nom du tout, ça nous permet de contrôler de manière précise température, dans notre cas, la température, et l'intensité lumineuse. Pourquoi on a fait les deux effets? Parce que vous les avez fait, si vous sortez, quand il fait chaud, il y a la lumière aussi. Il n'y a pas que la chaleur, il y a une forte intensité lumineuse. Donc la chaleur est fortement liée à l'intensité lumineuse. Donc on fait les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos plantes et on va miner de longues journées chaudes. Et maintenant, c'est pas trop chaud maintenant, 29 degrés, vous m'avez dit que c'est arrivé là, c'est vrai. Mais 29 degrés, ça commence à être chaud. Et on fait aussi des pics d'intensité lumineuse. Et ça, on les fait pendant pratiquement tous les cycles de vie de la plante. Et ensuite, on ne fait pas, mais on les fait jusqu'à 6 générations. On prend les plantes, on les traite, on reprend les graines, on remet, on peut recommencer les cycles. On recommence. Pourquoi? Parce que si bien on a pu montrer qu'effectivement il y a une réponse, on passe de certain nombre de ribosomes en position normale, on arrive à avoir peut-être hétérogénéité des ribosomes, ça c'est réversible. Donc chaque fois la cellule recommence. Mais ce que nous on cherche, c'est que si à force de faire des cycles, on peut s'attendre, peut-être, que finalement la plante il va produire en continu ces hétérogénéités ribosomes spécialisées, de manière que les jours qu'il aura un fort stress, il sera mieux préparé. Donc, on aura la machinerie qui va produire les protéines que nous avons besoin pour les plantes, pour être prête à une réponse. Ce qu'on appelle l'adaptation moléculaire. Donc, puisqu'on parle d'adaptation, on a cherché aussi l'adaptation chez nous, ici, aux Pyrénées. Ça c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années pour le PVD Paradis. Parce qu'on a commencé à chercher l'adaptation parce qu'ici, on a la chance, en fait, d'avoir, je ne vais pas vous raconter les situations que nous avons ici au PO, on a la chance qu'on a une diversité de climats et des situations géographiques qui nous permet d'aller des bords de la mer avec des sols qui sont très salins, ou aller jusqu'au Canigou, pic de Canigou, voir les pics de Carlique, de Plo. Donc vous avez toute une combinaison de conditions, voilà, des sols, qualité des sols, des températures, etc., etc. Donc, il y a quelques années, avec Valérie et nous, au laboratoire, et d'autres collègues au CDP, nous sommes partis à la recherche de ces plantes, qui est notre plante modèle, la rabiocide du laboratoire. On est allé les chercher partout dans les départements. Donc, on était tout à l'heure à partir de Mar-Lario, en allant jusqu'à 1400, 1500 mètres d'altitude. Et en fait, puis on la retrouve, vous la voyez de temps en temps, peut-être là, vous marchez dans la nature, ils sont là. Donc, dans des sols très, très arides, des fois, ou en plein milieu de la Massagne, et ce
puisque nous avons déjà trouvé qu'effectivement, dans ces plantes qu'on a trouvées un peu partout dans le département, on en trouve déjà une diversité des arènes, un des composants de la machinerie. Donc, on a déjà une diversité des arènes, un des composants des ribosomes. Maintenant, ce que nous essayons de comprendre, si cette diversité des arènes entraîne quand même une diversité des ribosomes au niveau des modifications. Voilà. Et je pense que fini, un dernier diapo. Et puisque nous sommes intéressés à l'adaptation, nous sommes aussi intéressés de voir, juste pour finir, si ça vous intéresse, vous pouvez lire ça, c'est le PVD Magazine. Nous sommes intéressés également à l'adaptation au-delà de notre département, tout plus haut. On est allé jusqu'au Carlite, mais on est allé aller plus haut. On est allé, grâce à une collaboration qu'on a eu des collègues américains et espagnols, ça nous a permis d'envoyer des plantes dans l'espace qui permet d'étudier tous ces mécanismes dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, si ça vous intéresse, essayez ça, ça vous donne une idée. C'est ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai fini pour vous remercier à vous tous pour votre patience. C'est pas évident d'écouter le mécanicien tout le monde des fois, mais je vous remercie pour votre attention. Et évidemment, je vais remercier les membres de mon équipe, les LGDP, la plateforme Bioenvironnement. Je n'ai pas mis de nom, mais j'ai mis les logos de tous nos collaborateurs, parce que bon, ça ne se fait pas tout seul. J'en ai oublié quelques-uns peut-être. Ça, c'est le financement, mais je remercie aussi à notre chère université pour des QR qui nous a permis quand même de faire pas mal de travaux, y compris d'envoyer, faire des analyses des plantes qui sont venues de l'espace. Effectivement, c'est le GDP qui a financé ça. Du coup, sur la photo, vous verrez qu'il y a les logos même de l'université, sur les logos de la NASA. Si vous regardez très attentivement, quelque part par là, c'est écrit UPVD. Ça, c'est le logo qui sont portés sur son nom. C'était marqué UPVD, donc vous pouvez le voir. Donc le PVD est allé bien loin. Donc voilà, merci à vous tous pour l'attention. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Merci.
évidemment, il y a certaines familles, entonces Derrida, ça prend plus de temps que ça. Donc, attendre les générations de riz. Voilà. Donc, mais par contre, si on peut travailler avec sa propre équipe, les élèves, on peut faire sa propre équipe. C'est publié. Ah, si on l'a publié. Effectivement, merci. C'est publié. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller un petit peu plus vite que d'attendre la simulation génétique? Parce que tu attends en fait des variants du stress et tu attends une génération de la simulation génétique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen après les prédictions, on va dire, tu vois, de modifier au lieu d'attendre le phénotype d'échec, d'essayer, tu vois, de créer le phénotype de succès? C'est possible, c'est justement. Exactement, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du riz, parce qu'effectivement, là on a santé, ces collègues-là, en fait, c'est des surproduits ou protéines qui s'attendaient à aider à la production des ribosomes plus favorables à la production des sécheratifs. Donc c'est ça qui fonctionne à ce cas-là. Mais vous avez vu, la machinerie est bien beaucoup plus complexe que ça, donc c'est pour ça que nous on explore d'autres possibilités qui de certaine façon pourraient faciliter l'amélioration de ces aspects-là. Si j'imagine que ça s'adapte, c'est que les modifications de paramètres, elles sont ciblées. Et quelle est la machinerie qui a derrière? Parce qu'on parle notamment de tout un tas de modifications possibles qu'on adapte aléatoirement. Alors que si c'est pas aléatoire, c'est ciblé. Et si c'est ciblé, quel est le mécanisme derrière qui permet de cibler les modifications? Oui, non, c'est pas aléatoire. C'est pas aléatoire du tout. C'est très spécifique. Même c'est spécifique dans l'évolution. Je disais tout à l'heure que ces modifications sont conservées au moins chez les organismes eucaryotes supérieurs, c'est-à-dire la levure, l'homme, les plantes et d'autres bestioles comme ça. Et il y a d'autres spécifiques. Alors, comment on va déterminer précisément où il va modifier? C'est parce qu'il y a des petites molécules où ça a un guide. En fait, ils vont reconnaître exactement la position où il va. C'est la formation d'une ville. C'est une molécule d'ARN, il y a un autre petit ARN qui vient là, qui ramène la modification. Donc la sélection se fait sur, c'est quoi, des SNO-RNA? C'est les SNO-RNA. Et la sélection se fait sur les SNO-RNA. C'est parce que tu sélectionnes ton niveau de sélection, il est sur la capacité à produire certaines SNO-RNA qui vont modifier à certains endroits et qui vont produire le nombre de chromosomes modifiés qui va permettre de s'adapter. Je pense qu'il y a les deux. Parce que dans certains cas, effectivement, il y a la séquence de l'ARN, de deux ribosomes qui changent, et les SNO, ils restent. Oui. Je voulais savoir, ça prend 6 générations pour vraiment adapter. Est-ce qu'il y a des orthophones qui prennent moins de temps? Parce que j'imagine que nous, je sais que nous, on a l'ADN qui est influencé par tous les virus qu'on a eus depuis longtemps. J'imagine que les plantes, ils ont un souvenir de le temps de sécheresse, etc. Ça, c'est justement une question de, OK, nous, on a ça dans notre ADN, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous motive de faire cette nouvelle protéine. Et c'est là, est-ce qu'il y a les générations plus courtes que ces plants-là, ils vont réussir mieux que les autres?
justement, c'est dans ce sens-là que nous, on a abordé le problème avec les populations naturelles. C'est pour ça que nous connaissons les PO. Ce sens-là, c'est pas nous qui nous sommes là. Ils sont là depuis la porosité, à un nombre d'années, mais ils sont là depuis bien longtemps que nous. Donc, ils ont déjà eu le temps de passer de génération en génération. Et ils sont là, ils restent. Donc, tu vas voir, il y a quelque chose dans leur patrimoine génétique qui leur permet de continuer à vivre là. Mais après, combien de temps il faut l'adaptation selon l'espèce? Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Ça va être vraiment une espèce dépendante. Si ils peuvent s'adapter, et après, il y a des gens qui vont vraiment s'adapter jamais. Là, c'est le problème aussi que la vitesse de ce changement, c'est super rapide par rapport au développement. Nous, effectivement, on essaie de regarder ça au niveau des gènes, c'est-à-dire depuis le début de la formation de l'archive au pouvoir. On regarde ça au niveau de l'archive, au niveau des génomes. On regarde effectivement s'il y a des modifications qu'on appelle des marques épigénétiques, qui sont pendant des grandes générations de parce que finalement la formation des là, c'est beaucoup de là. Est-ce que ces processus, il y a une part partagée d'adaptation et d'acclimatation? On va avoir des gens qui s'acclimatent sur le même type de mécanisme. En général, de la variable qui ne soit pas forcément transmis à la descendance sous la forme d'une adaptation, que ce soit plus d'acclimatation qui soit réacquise. La question, c'est simplement de comment préparer une plante à un changement brutal. Parce que ça prend du temps. En fait, ce que nous avons observé, c'est qu'en fait, ça ne passe pas quand tu te soumets en condition de stress, pour le cas de ribosome, pour la production. Ça se passe en fait, la machine est ralentie énormément. Il ne fait pas vraiment plus de ribosomes. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 60% de l'énergie cellulaire pour faire des ribosomes. Donc, en condition de stress, il ne va pas se mettre à faire des ribosomes à ce niveau-là. Il va garder son énergie pour survivre et faire le minimum possible avec ce qu'il a. C'est pour ça que nous garde les plantes qui nous travaillent 24 heures en condition de stress, mais on a déjà vu une traduction qui est pas longue, non que ça finit tuer les plantes. Et voilà pourquoi nous on fait tout à l'heure des expériences de, comment ça s'appelle, adaptation. On ne les fait pas à 37, on les fait à 29, parce que si on garde la plante toute sa vie à 29, à 37 degrés, on n'aura même pas une génération. Hein. C'est pour ça qu'on diminue la température à 29. Autrement, ça ne s'oublie pas. Mais on espère qu'au lieu de, après X nombre de générations, maintenant on va rester à 37 degrés, pas 24 mais 48. C'est ça le but de l'adaptation. Encore mieux adapté. Est-ce que l'adaptation de la plante modifie ses qualités nutritionnelles? Oula. L'adaptation de la plante, c'est un peu mais vous pouvez. Cette réponse est plus. Il y a des gens qui travaillent effectivement sur des comme ça.
métabolique, mais j'espère pas trop non plus, parce que finalement, si on arrive à avoir une gens qui est trop bien adapté, que finalement c'est un machin, mais je ne dis pas. Donc l'idée c'est avoir les deux, vous voyez. Donc c'est justement si vous me faites penser aux expériences dans l'espace, vous voyez, parce que là, c'est pas nous qui l'a fait, mais nous, c'est partie du programme, avec le laboratoire qui sont amenés des tas d'intérêts économiques. D'accord. Et à un moment donné, il y a eu même à la télé qui montrait qu'ils mangeaient la partie, c'était bon, et en fait, c'était très insipide. Mais finalement, la seule chose qui nous intéresse, c'est la qualité du et au niveau des goûts, autre chose. Oui, moi je peux. Moi j'ai une question. On arrive bien à mesurer et à prédire d'une certaine manière l'acclimatation du temps. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel point on fait des liens avec les différents trajectoires de vie de cette personne. Comment est-ce qu'on fait un lien avec sa capacité à survivre, sa capacité à Oui, en fait. là, je pose des questions à c'est l'adaptation. Oui. Faire de la prédiction On sur. regarde ça s'appelle la fitness. C'est la fitness. Effectivement, on les suit, on la suit en permanence dans ces fameuses chambres écotrons. Là, on contrôle tout. En fait, on regarde la taille, on regarde le nombre de graines, et c'est essentiel finalement combien de graines on produit. On regarde, qu'est-ce qu'on regarde? La taille, photosynthèse, on regarde des choses comme ça. La fitness. Parce que là, si tu veux vraiment faire le lien avec l'évolution de tes populations naturelles, c'est cette information qui est un petit peu. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que tu peux le lier, est-ce que tu dois le lier à certains rythmes? Est-ce que ça va être lié, cette vitesse, à la quantité totale de ribosomes? Ou est-ce que ça va être lié à la présence de certaines graines? Oui, ça c'est une question très importante pour nous aussi. Est-ce qu'on peut lier ça à la quantité de ribosomes? C'est un très bon point. Parce qu'effectivement, je vais vous donner tout à l'heure un chiffre de 10 millions, voilà. 10 millions, merci. 10 millions de ribosomes. Mais effectivement, il y a deux possibilités. On a une expérimentation aussi. Effectivement, on peut avoir des ribosomes qui vont, je vais simplifier la chose, excusez-moi. C'est-à-dire, un ribosome, on a ribosomé une protéine. Mais un ribosome pourrait faire peut-être prendre en charge pour avoir sur une molécule, on va faire 10 ribosomes, je m'exprime très mal. Je recommence. Un ribosome, je commence. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, que c'est pas forcément parce qu'on a plus de ribosomes qu'on aura plus de protéines. Voilà, c'est mieux, c'est plus clair. Donc, on peut avoir beaucoup moins de ribosomes, mais il y en a un taux de production de protéines beaucoup plus important. Donc, c'est l'efficacité du ribosome qu'on regarde aussi. Voilà. Donc, mais ça, effectivement, c'est quelque chose que c'est une très bonne question. Pour l'instant, par rapport à nos données actuelles, on a bien ça. On avait qu'on ne voyait pas trop de différences au niveau de ces molécules qui font partie de la structuration des ribosomes, des composants des ribosomes, des arrêts. On ne bougeait pas trop, ça ne bougeait pas trop. Donc, mais bon, on n'a pas compté le nombre de ribosomes, mais on devrait les faire. En le corrélant du composant de la vitesse, c'est vraiment. En les corrélant à la fitness, effectivement. C'est une échelle à l'autre, en fait, ça avec ça. Oui. Mais ça, on peut les faire, effectivement. C'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure la photo des microscopies électroniques. Je sais que nous avons des microscopes électroniques sur le campus, mais c'est des choses qu'on pourrait faire, effectivement. De regarder, effectivement, s'il y a un changement en nombre de ribosomes dans ces cellules. La réussite. Oui, la réversibilité, on l'a vu une fois qu'il revient sur une condition normale. Oui.
C'est ça l'objet de ma dernière diapo. C'était l'objet de ma dernière diapo. On arrive en secteur de population hétérogène. Si on élimine les 16 maintenant, qu'est-ce qui passe? Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut peut-être dire? Qu'il soit plus stable, non? Que la réactivité soit plus lente? Je n'en sais pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas effectivement, on ne dit pas de réponse, en fait, je n'ai pas d'argumentation. C'est une argumentation, je pense, différente à la Mais si